petite porte en se faisant tout petit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'est pas arrivé en pensant qu'on savait plus que les enseignants quelle était la pédagogie ou ce qu'il fallait faire de l'école. Et on ne leur imposait pas du tout un format. On est arrivé en disant il est intéressant que peut-être l'école participe à la dynamique du quartier, on a une fête qu'on voudrait faire ensemble, de quelle manière on pourrait travailler pour que vous, enseignants, et les élèves puissent être dans cette dynamique-là. Donc on a construit des tout petits objets avec eux, en faisant de la sensibilisation autour des matériaux d'abord, et c'est comme ça qu'on a vu qu'on pouvait travailler entre pairs, ou en tout cas qu'on pouvait travailler ensemble avec les enseignants. Et ensuite, du coup, on leur a... Donc eux étaient dans une démarche de lutte contre le décrochage scolaire dans leur école, donc on a essayé de dessiner avec eux un format qui pourrait accompagner un chantier de rénovation de l'école et qui en même temps pouvait répondre à cette question du décrochage scolaire. Donc comment on fait de la pédagogie par projet, comment on se sert du contexte de ce qui va nous arriver, qui pourrait être subi, et au lieu de ça de le transformer, de se dire comment on en fait un support pédagogique. Donc ça demande de la souplesse et de la part des enseignants et de notre part pour se dire nous comment on transforme le sujet chantier et rénovation, et nous, côté enseignant, comment on transforme le sujet pédagogie, savoirs fondamentaux. Et donc on a conçu les ateliers ensemble sur une année, pendant 3 ans, à chaque fois avec un déroulé de d'abord connaître les élèves, qui connaissent un petit peu les différents métiers qu'on allait susciter, qu'on allait développer, donc géomètre, architecte, constructeur, qui se familiarisent avec des outils, avec la géométrie. Et par exemple, on travaille sur des savoirs fondamentaux. Quand on prend les mesures de la cour, on travaille sur les unités et d'un coup, le mètre, le décimètre prennent tout leur sens. Et puis, on utilise des outils de mesure différents que ceux qu'on peut utiliser dans la classe. C'est surtout ça qu'on relevait les professeurs, c'était qu'on pouvait amener, nous, des outils qui avaient une autre dimension que celle dans laquelle on est figé quand on a un groupe de 25 et qu'on est seul à gérer ce groupe-là. Donc on a des grands mètres, on a des cordeaux, on a un mètre laser, et là d'un coup on voit que c'est pas uniquement la règle qui donne la mesure, c'est plein d'autres outils, et donc on commence à concevoir ce concept d'unité de mesure. Donc cette première entrée en matière, et puis on construit un cahier des charges avec eux en même temps. Donc à la fois nous dans la salle des profs, en ayant notre oreille, en discutant sur les priorités, sur ce qui se relève en termes de besoins, et des exercices beaucoup plus concrets où les élèves vont être les enquêteurs. Tout un panel de personnes va répondre à cette enquête, mais eux sont les porteurs de cette enquête et qui va mener à un cahier des charges. Donc ils vont enquêter à la fois via des questionnaires, à la fois via des cartographies avec des gommettes. Ils vont aller relever les différents matériaux et puis on va constituer tout un panel, un inventaire à la fois de ce qui existe et de ce dont on a besoin. Et ensuite on rentre dans une deuxième phase qui est la conception. Et on conçoit avec eux, donc en tant qu'architectes, ce sont des petits architectes, sur différents besoins. Donc ce cahier des charges identifie les besoins. Okay, on a besoin de s'asseoir en groupe. S'asseoir en groupe, ça veut dire quoi? Quelle forme on veut que ça prenne? À la fois sur l'imaginaire qu'ils peuvent développer. Donc par exemple, on se demandait qu'apportent les enfants. C'est eux qui, dans la bibliothèque volcanique, apportent cette idée du volcan. Ils se disent, nous on est en train d'étudier les volcans, c'est quand même génial cette forme, pouvoir s'asseoir dessus. Pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait peut-être nous professionnels parce qu'on trouve ça trop littéral. Mais ça veut bien dire qu'eux, ils voient un imaginaire et il va falloir qu'on le traite. Et puis ensuite, on voit comment on peut le construire. Et puis du coup, il y a un jury qui vient regarder leur projet. Donc ils ont fait des maquettes, ils travaillent en groupe sur ces différentes maquettes et besoins. Et le jury leur donne un avis. À la fois sur la faisabilité, s'ils identifient des besoins auxquels l'espace ne correspond pas, des dysfonctionnements, ils leur donnent tout un avis. Et qu'est-ce qui fait partie du jury? Et le jury, selon les thématiques, à chaque fois, on essaye d'inviter des gens qui correspondent à la thématique en particulier. Sur la bibliothèque, pour donner cet exemple-là, il y avait une bibliothécaire, on a un architecte extérieur, designer qui est venu, un menuisier, puisqu'il y avait une question quand même constructive qui était très importante sur la bibliothèque, le directeur de l'école, un élu, un technicien. Donc voilà, c'était un peu le panel. Et on a un représentant des élèves aussi, qui va du coup porter la parole pour tout le monde. Et donc le jury consulte les maquettes, tous les documents qu'ont produits les élèves et rend son verdict et rend un permis de fabriquer ou pas. Et ensuite on passe à la phase où nous, on va mâcher ça aussi en interne. Les élèves vont aussi apprendre ce qu'est la cohérence par exemple. Ils vont s'apercevoir que oui, ils ont chacun pensé dans leur coin, mais qu'en fait tout ça crée quelque chose de très bordélique ou avec des formes très différentes et qu'il va falloir s'accorder ensemble. Donc c'est un peu la phase la plus difficile où il faut apprendre à débattre et aussi à se dire ok,
qu'est-ce qui fait sens jusqu'au bout. On ne se retrouve pas avec des choses très anecdotiques partout. Voilà. Et nous, de notre côté, on travaille sur la technicité. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire avec les élèves? Qu'est-ce qu'on ne va pas pouvoir construire? Et on va devoir faire appel à des professionnels extérieurs, lesquels aussi pour pouvoir favoriser des entreprises locales et des entreprises d'insertion qui vont travailler avec ça. Comment ces professionnels vont aussi pouvoir jouer le jeu d'apprendre, de faire comprendre leur métier, donc d'inviter aussi les enfants sur ces phases-là. Donc on dessine un petit peu tout le détail, dans tous les détails de tout le processus. Un tapis, ça va être d'abord les enfants qui vont faire la maquette, faire un prototype avec de la mousse, un designer textile qui vient pour leur donner des conseils et qui dessine les finitions. Ils vont bâtir le tissu de l'objet final et puis ensuite on va l'emmener à l'entreprise d'insertion par la couture qui va finir les coutures et puis ensuite on aura l'objet final. Donc c'est toute une chaîne de choses qui est dessinée dans le détail pour que l'objet fasse sens et puis qui réponde aux attentes, parce que ce qui peut être très décevant et qui est l'écueil des démarches participatives, c'est d'arriver à un processus qui ne mène pas non plus à un produit ou à une solution, hein, que même si elle n'est pas matérielle, qui convienne à tout le monde, et, enfin qui soit utilisable, qui soit usuelle et qui soit satisfaisante. Donc si on a tout ce processus-là et qu'à la fin on a un tapis qui est un peu tout mou et qui se déchiquette en 6 mois, on n'a pas réussi le pari. C'est-à-dire que le participatif a juste rempli la mission de faire perdre du temps à tout le monde, d'apprendre beaucoup de choses, mais on n'apprend pas quand ensuite on n'est pas satisfait du résultat. On se dit que finalement, pourquoi on a appris tout ça si ça mène à un tapis qui se déchiquette? Donc c'est très important d'avoir une exigence de qualité et de réalisation aussi. On construit volontairement une partie des réalisations avec les enfants. Et donc une scie égoïne, qui est la scie qu'on connaît tous, c'est quelque chose qui fait très peur. On se dit on va laisser ça dans les mains d'un enfant. S'il est accompagné d'un adulte à côté et qu'on lui explique comment faire, a priori ce sera moins dangereux que si un jour il tombe sur cette scie et qu'il ne sait pas à quoi elle sert et qu'il ne la connaît pas. Donc nous on a vraiment cette approche-là du risque qui nous paraît être importante, de pouvoir accompagner au risque, faire comprendre où sont les choses dangereuses et à quel moment on est dans la prise de risque, mais maîtrisée, et à quel moment on passe dans cette zone qui est le danger. Et en amenant des outils à ces enfants dans des zones qui sont parfois des zones compliquées, où les enfants vont eux-mêmes aller chercher, avoir une attitude de prise de risque, dans des quartiers, dans des cités, leur mettre des outils entre les mains, c'est d'un coup les responsabiliser, alors qu'on pouvait avoir tendance à les infantiliser ou à être plutôt dans la répression par rapport à cette recherche du risque sans cesse, du danger qu'ils avaient. Et une fois nous c'est ce qu'on a observé, une fois qu'ils ont cette conscience de la responsabilité qu'on leur donne et que bien sûr on encadre et qu'on va apprendre ensemble les gestes, la responsabilité ou tout autre et le respect des règles est naturel parce qu'il y a une vraie prise de risque et qu'ils savent que si ces règles ne sont pas respectées, on ne les infantilise pas, c'est que réellement elles vont être sujets à danger et donc il y a des règles et qu'il y a une raison de les respecter. Et une fois que cette raison est comprise, on n'a jamais eu de soucis dans les chantiers ou dans les phases de construction. Ensuite, ça se voit aussi dans les formes qu'on peut construire. La prise de risque, elle est aussi vue par les adultes et surtout sur l'inconfort dans lequel ça va les mettre. C'est-à-dire que ça demande plus de surveillance d'avoir un espace qui va avoir des copeaux de bois ou des graviers. Parce que potentiellement, oui, les graviers, on peut les prendre et puis on peut se les jeter à la figure. Sauf qu'a priori, si on a bien expliqué les règles, ça va peut-être arriver une fois dans l'année. Ça arrivera comme ça arrive de déraper sur le bitume et de s'éclater le genou et de saigner. Tous les matériaux sont dangereux en fait. Et donc le gravier n'est pas plus dangereux. Par contre, en effet, il demande à l'adulte d'être dans une zone de confort qui est peut-être moindre parce qu'il va devoir aller voir ce qui se passe dans les graviers, parce qu'il va devoir expliquer aussi qu'est-ce que c'est que cette matière qu'on ne trouve pas partout. Et donc oui, ça demande à l'adulte d'être un peu plus attentif ou présent. Et c'est peut-être ça parfois qui gêne et c'est là où on n'a pas envie de prendre ce risque-là parce qu'il nous demande plus d'efforts à nous. On travaille aussi beaucoup avec des SECPA des collèges qui sont souvent la classe mise à l'écart et puis moquée du reste des collégiens qui d'un coup construisent un espace pour le collège et on les voit différemment. Et ouais, c'est les SECPA qui ont fait ça. Et c'est pas le truc un peu moche, non, c'est vraiment un espace qui sert à tout le monde, quoi. C'est les SECPA qui l'ont fait. Donc ça c'est très important, ce déplacement. Et nous, c'est d'autant plus prégnant nous dans notre pratique, c'est de pouvoir dire les savoirs manuels ne sont pas la dernière roue du carrosse. Enfin, les savoirs manuels sont une forme d'expression des savoirs tout aussi importante que les autres savoirs qu'on a priorisés. Donc ça, chez les élèves, c'est important de pouvoir leur offrir cette opportunité-là avant
qu'on leur dise qu'ils sont trop mauvais et qu'ils sont obligés de s'orienter vers une voie technique. À la fois du résultat et dans la manipulation des outils, on ne leur met jamais des petits outils ou des petits outils. On ne se limite pas à utiliser un tournevis parce qu'on est en classe. Non, on va utiliser des outils de professionnels, on peut le faire. Il suffit juste de prendre son temps, de le faire à beaucoup moins, ça c'est vrai. Et l'outil, il n'est pas à disposition, on ne peut pas l'utiliser quand on veut. Mais on ne vous infantilise pas, on utilise des vrais outils de professionnels. Et ça, en effet, ça change tout. Et ensuite, sur l'exigence de résultat aussi, parce que c'est quelque chose qu'on va tous utiliser. Et les enfants, ils le ressentent, hein, le fameux collier de nouilles, c'est pas vraiment un beau collier, quoi. Donc on le prend, on dit merci, et puis l'enfant est content. Mais si c'est quelque chose qu'on va utiliser tous les jours et qu'on a participé à ça, là, il se construit une autre histoire aussi. Et du coup, il se construit un autre rapport à l'école aussi, où on n'est pas juste consommateur ou obligé d'y aller et de s'asseoir. Non, c'est une école où on fabrique des choses nous-mêmes et on peut les utiliser. Et donc en fait, on est complètement maître de son espace aussi, quoi. Il a été discuté avec les professeurs un commentaire qui permette de notifier ce qui était fait dans l'atelier d'architecture ou de construction avec les élèves, pour que les parents puissent voir, apprécier sur leur bulletin, sur un bulletin qui est parfois un peu négatif, un endroit où l'enfant se révèle vraiment attentif et exceptionnel. C'est pas magique, hein, ça se passe pas avec 25 élèves. Déjà, il y en a 10 qui vont très bien et qui du coup n'ont aucun souci, et donc c'est une matière de plus où ils excellent, ils sont attentifs, etc. Mais il y a des révélations. On a 2-3 élèves par classe qui d'un coup sont attentifs pour différentes raisons. Parce qu'on a une jeune fille qui n'était pas à l'aise, qui était moquée, qui est plus grande et plus costaud que l'ensemble de ses compagnons de classe, ses camarades, et qui d'un coup dans le chantier du coup trouve sa place parce que elle peut porter, et donc elle peut faire des choses comme les garçons, et c'est pas comme au foot où sinon elle est exclue, elle n'a pas le droit de jouer. Et donc elle se retrouve à être hyper douée parce que d'un coup elle trouve sa place. Donc ça c'est une raison. Et une autre raison, c'est un enfant qui est complètement en échec scolaire, qui rejette complètement les matières, les savoirs fondamentaux, mais comme il a un rapport avec son père très fusionnel et qui lui a appris à bricoler, là il sait qu'il peut montrer ce qu'il sait faire avec son père. Et donc d'un coup, il devient celui qui va être modèle et donc qui va respecter les règles, qui va faire très attention, qui va vouloir refaire si c'est mal fait et aller voir. Et donc il prend une autre posture vis-à-vis de la classe. Et c'est fantastique, mais c'est pour des raisons très différentes. C'est juste que d'apporter des disciplines nouvelles ou d'apporter des nouveaux outils, ça permet que des élèves trouvent une place différente. Et pas toujours les mêmes élèves qui trouvent la même place au fil des ans.